Dans quelques mots, et même si la fête est déjà entamée depuis un petit moment, et s'il y a déjà eu deux débats auparavant, bienvenue à la fête du NPA 33, à une fête que cette année, tout particulièrement, nous plaçons sous le signe de la solidarité internationale entre les travailleurs, les jeunes, les exploités et les opprimés de tout pays. Et une fête qui est marquée par une actualité dramatique, en particulier avec ce qui s'est passé hier à Arras, avec l'ignoble assassinat d'un enseignant victime de la folie intégriste, elle-même produit d'un monde en décomposition, un drame auquel n'a pas tardé de répondre instrumentalisation, propagande nationaliste et xénophobe. Macron, Darmanin, Attal se sont précipités sur place et le gouvernement, vous avez vu sûrement, a annoncé ce matin le déploiement de 7000 soldats, un sentinelle dans le pays, un déploiement de force qui sera bien impuissant à empêcher les éventuels passages à l'acte, les gestes désespérés que leur politique encourage de fait au contraire. Toute leur politique, elle ne peut qu'accélérer et intensifier les tensions, alors que le monde plonge chaque jour un peu plus dans la guerre faite au peuple et aux travailleurs, et que l'armée israélienne mène une guerre barbare contre le peuple palestinien. Gaza, aujourd'hui, est l'image de la faillite dramatique du capitalisme et des puissances occidentales qui plongent le monde dans une spirale de violence. Netanyahou déclarait hier soir, je cite, « Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est faite la suite, mais je vous le dis, c'est juste un début. » Les milliers de morts ne suffisent pas, l'extrême droite et le gouvernement d'union nationale israélien veulent rayer Gaza de la carte, soutenus par les USA et leurs alliés, dont la France et l'Europe. 2,5 millions de Palestiniens, dont 60% en moins de 18 ans, sont pris au piège sanglant sur un territoire qui fait à peine 40 km de long et 10 km de large, un territoire dévasté par des décennies de guerre, d'oppression, de menées meurtrières de l'armée israélienne, 16 ans d'un Blancus infâme qui est transformé aujourd'hui en un siège total meurtrier. La population, depuis hier, est sommée de quitter la ville de Gaza et le nord du territoire, où l'armée a commencé des opérations au sol et continue à bombarder, et 1 million de Gazaouis sont contraints à un nouvel exode. Tandis que les bombardements s'intensifient et s'étendent au sud Liban et à la frontière syrienne. Alors il ne s'agit pas seulement de la folie meurtrière et vengeresse de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne. L'ensemble du camp occidental s'est rangé comme un seul homme derrière eux, les assurant de leur soutien indéfectible. Biden a immédiatement annoncé l'envoi de munitions et dérouté des bateaux de guerre américains vers Israël. Le Royaume-Uni a annoncé hier l'envoi de 2 navires militaires. Et ce sont de décennies d'oppression, de massacres, que la population a payé et paie aujourd'hui de façon dramatique. La politique meurtrière du Hamas, c'est certain, soutenue par les régimes dictatoriaux tels l'Iran, est une impasse pour le peuple palestinien. Mais elle est aussi l'expression de la révolte d'une population et d'une jeunesse qui n'a plus rien à perdre. Il ne pourra pas y avoir de paix en Palestine et en Israël sans que le peuple palestinien retrouve ses droits pleins et entiers. La paix au Moyen-Orient ne pourra naître que de la fraternisation des travailleurs, des pauvres, de la jeunesse, pour faire tomber les murs et les miradors. Le capitalisme mondialisé, financiarisé, plonge dans une crise globale qui exacerbe les rivalités et réveille les anciens conflits. Les multinationales, les classes dominantes, qui sont en concurrence d'un bout à l'autre de la planète, se disputent les matières premières, les marchés, le droit de piller et d'exploiter les travailleurs. De l'Ukraine à la Palestine, au Sahel et à la Corne de l'Afrique, à l'Azerbaïdjan ou au Kosovo, la multiplication des affrontements, des guerres, mais aussi des tensions telles celles en mer de Chine ou autour de Taïwan, sont le fruit de ces rivalités, qu'accompagne une militarisation accélérée. La guerre de l'État d'Israël participe de cette escalade. Ces guerres, qui visent à redéfinir les rapports de force entre les puissances capitalistes, aucune région du monde n'est épargnée par cet engrenage sans fin. Tous les États, y compris les puissances dites régionales, tentent de renforcer leur zone d'influence. Les USA, leurs alliés, qui occupent une place déterminante, mènent des guerres par procuration, en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient. Les mêmes voudraient aujourd'hui nous faire marcher au pas, nous les travailleurs, la jeunesse, les populations du monde entier, faire taire toute dénonciation contre l'exploitation et les oppressions.
une véritable campagne d'union nationale et internationale, somme aujourd'hui chacune et chacun de soutenir la politique de Netanyahou et de ses alliés. Une offensive qui s'inscrit dans toutes les politiques qui visent à faire taire toute contestation de leur monde et de leur violence. Jeudi soir, Macron appelait la mine grave à, je cite, l'unité et la responsabilité, enjoignant de ne pas ajouter des fractures nationales aux fractures internationales et appelant à maintenir un bouclier d'unité. Au même moment, Darmanin exigeait des préfets qu'ils interdisent toutes les manifestations de solidarité avec les Palestiniens et qu'ils expulsent à toute vitesse les éventuels auteurs étrangers d'infractions. Leur unité républicaine, celle des Macron, Le Pen, en passant par Hollande et d'autres, vise à tenter de museler le monde du travail. Dans le même temps, le projet de loi de finances prévoit 4 milliards d'euros en plus pour l'armée et la police, en plus des sommes gigantesques déjà votées par la loi de programmation militaire, et ces 413 milliards d'euros sur 7 ans, milliards dans lesquels ne sont pas pris en compte ni les dépenses pour l'Ukraine, ni pour armer l'Ukraine, ni les dépenses pour le budget SNU qui vise à mettre au pas la jeunesse. Sans compter que cette loi permet, je cite, au Premier ministre, par décret, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien et de tout service, ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions. Fin de citation. Une logique militariste qui se renforce et s'accélère chaque jour, doublée d'une propagande sécuritaire et xénophobe. Toute leur politique vise à diviser, opposer une fraction des exploités et des opprimés les uns contre les autres pour tenter de les désarmer politiquement. Ils cherchent à assommer, à brouiller les consciences pour mieux défendre les intérêts d'une minorité parasite, rétrograde, qui met le monde à feu et à sang. Mais ils ne peuvent masquer la véritable nature de l'offensive. Hier, dans la manifestation du 13, appelée par l'intersyndicale et censée peser sur la conférence sociale prévue sur les salaires, une vaste fumisterie, les discussions portaient tout autant, voire davantage, sur la guerre contre les Palestiniens que sur l'inflation et les salaires. Car chacun ressent physiquement qu'on ne peut pas séparer les combats, qu'il s'agit d'une même urgence globale pour notre droit à la vie, pour mettre un coup d'arrêt à la guerre qu'ils mènent aux travailleurs et au peuple, pour la défense de leurs dividendes et de leurs profits. L'appel au dialogue social de Macron & Co. participe d'une même politique que l'appel à l'union nationale contre le mal, je cite, que nous assènent les classes dominantes, ici comme aux USA et dans toute l'Europe. Eh bien non, nous, travailleurs, jeunes, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, il ne peut pas y avoir ni union nationale, ni dialogue social. Et pour reprendre un slogan bien actuel de nos manifestations, pas de paix entre les classes, pas de guerre entre les peuples. Face à l'offensive, à la fuite en avant des classes dominantes, à la marche à la guerre, il est urgent de rassembler toutes les forces internationalistes et révolutionnaires. Chacun mesure l'enjeu, la nécessité de se regrouper pour faire front, la nécessité de débattre, de définir ensemble comment agir, appeler largement les travailleurs, les jeunes, à s'organiser pour mettre en cause cette société, donner corps à la solidarité internationale des exploités. Nous sommes chaque jour plus nombreuses et nombreux à nous révolter et à vouloir agir, aider, être utiles pour changer le monde, combattre les politiques réactionnaires d'extrême droite que mène le gouvernement Macron et les classes dominantes dans le monde entier. Le morcellement de l'extrême gauche, les logiques de rivalité dans lesquelles sont enfermées les organisations révolutionnaires apparaissent aujourd'hui bien dérisoires et surtout tournent le dos à l'urgence. Tout pousse au contraire aujourd'hui les révolutionnaires à faire un front commun, à se rassembler pour offrir ensemble des perspectives à toutes celles et ceux qui veulent s'organiser pour changer le monde. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que regretter la scission qu'a connue le NPA et que Philippe Apoutou avait annoncé l'an dernier à cette fête, expliquant vouloir faire des alliances avec la France insoumise et la NUPES. Nous avons milité contre cette orientation, mais nous avons aussi milité contre cette scission et l'état d'esprit qui y a conduit. Et chacun voit bien aujourd'hui comment le pouvoir et tous les réactionnaires nous réunissent tous dans une même haine, toutes celles et tous ceux
qui refusent l'unité nationale, le dialogue social, qui affirment leur indépendance et leur solidarité avec le peuple palestinien et qui sont accusés, comme les Philippe, d'apologie du terrorisme. Alors oui, nous pensons que plus que jamais, il est nécessaire et urgent de construire par en bas l'unité des internationalistes dans un même mouvement, et nous militons contre les logiques qui visent à théoriser la vie séparée des organisations révolutionnaires. C'est avec cette préoccupation que nous avons pris récemment l'initiative d'un meeting unitaire de solidarité internationaliste contre la guerre faite au peuple et aux travailleurs. Ce meeting a été organisé au final par l'UNPA et par Révolution Permanente, et nous regrettons que les autres camarades et organisations aient décliné l'invitation, même s'ils sont présents aujourd'hui pour les camarades de lutte ouvrière. Mais ce meeting était un premier succès, non seulement parce qu'il a réuni de nombreux jeunes et moins jeunes, mais aussi car il constitue un premier pas vers le nécessaire débat entre les organisations révolutionnaires et leur dépassement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer dans ce sens, tant toute la situation nous y pousse pour répondre aux besoins des exploités, à la guerre que le capital nous mène. Alors c'est à ce combat que nous vous appelons toutes et tous à prendre part. Et je passe la parole à Damien Scali, cheminot de Lille, qui est membre de la direction du NPA. Eh ben, merci pour votre accueil. J'arrive tout droit de Lille, comme disait Isabelle. Et voilà, pour poursuivre un peu l'animation de cette fête bordelaise, où je crois que c'est la première fois que je viens à Bordeaux. Et voilà, je ne regrette pas le déplacement, parce que ça valait le coup pour voilà, ce genre d'initiative. Alors, évidemment, quand on discute de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, comme l'a fait Isabelle à l'instant, et de ce qui se passe en France, c'est dur de garder le sourire très longtemps. C'est vrai que la société, elle se tend de plus en plus, on le ressent de partout. L'offensive du gouvernement, elle s'accentue chaque jour un peu plus. Et franchement, dès qu'on allume la télé, la radio, n'importe quel média, c'est vrai que le caractère totalement débridé du discours d'extrême droite qui tourne en boucle et où quand même il se lâche de plus en plus, donne vraiment la nausée, voire même envie de dégueuler un bon coup à chaque fois qu'on entend tout ça. Bon. C'est vrai qu'ils sont tous un peu sur le même credo face à tous les problèmes du monde, que ce soit l'inflation, que ce soit les populations qui n'en peuvent plus, etc. À chaque fois, c'est il faut plus de guerre, il faut faire la chasse aux immigrés, il faut faire la chasse aux plus pauvres, aux assistés, etc. Bon. Et du coup, c'est vrai que tout ça finit par tourner en boucle, sans que jamais, c'est vrai, les vrais responsables de cette situation catastrophique dans laquelle est la planète, dans laquelle est le monde, dans lequel nous sommes, sans que jamais ces responsables ne soient, ne serait-ce que pointés du doigt, ne serait-ce que mis en évidence. Et pendant ce temps-là, ce dont je parle, cette grande bourgeoisie, ces capitalistes, continuent, business as usual, comme on dit, à faire leur profit par plus que milliards. Je sais pas, faudrait inviter, je sais pas s'il y a d'autres mots qui existent après milliards. Personnellement, je ne les connais pas. Mais voilà, on pourrait ajouter ces mots-là pour donner un petit peu l'ampleur de ce qui se passe. Alors c'est vrai que tout ça, c'est la face un peu visible de l'iceberg, qui parfois, c'est vrai, peut être un petit peu chiante ou démoralisante, mais il n'y a pas que ça quand même dans la situation. Et la colère sociale, la colère politique, elle est aussi extrêmement présente. Et bah oui, il y a quand même parfois un décalage, et tant mieux, entre ce qui peut se placer sur un plateau de télévision, et puis la discussion avec des collègues au boulot, ou encore mieux, dans des manifestations et des grèves. Et ça, c'est quand même ce qu'on a un peu connu au premier semestre de cette année. Alors c'est sûr que ce mouvement sur la réforme des retraites, bah oui, on n'a pas fait reculer le gouvernement. Ça s'est fini sur cette défaite, comme on dit. Mais pour autant, je crois que ce serait une erreur de penser que nous aussi, on n'a pas marqué des points dans cette situation. En fait, ça peut paraître déjà un petit peu lointain parce que les choses, elles vont très vite. Il y a eu les révoltes dans les quartiers populaires contre la mort de Naël. Il y a eu tout ce qui se passe en Palestine désormais. Donc il faut presque se remémorer. On a l'impression d'aller devoir aller chercher dans notre mémoire profonde où on en était il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois. Sauf qu'il y a 6 mois, eh ben, on était quand même avec des millions de gens dans la rue. On était quand même en manifestation avec des millions de gens dont pour beaucoup, c'était quand même la première fois qu'ils y étaient. Et ça, c'était quand même quelque chose. Et bon, les médias, ils aimaient bien dire à l'époque « Ah, le caractère profond du mouvement, même dans tous les petits villages de France, il y a des manifs, etc. » Bah oui, c'était un peu ça qui était en train de se passer et qui était symptomatique non seulement d'une volonté de contestation de tout ce qu'on se prend dans la tête, mais aussi de liens qui se tissent et d'une réflexion, en fait,
au travers de tout un tas de discussions qui se menaient à l'échelle de milliers de personnes, peut-être même de millions. Une réflexion avec l'idée que ce qu'on avait besoin de partager désormais, c'était pas simplement la colère contre cette société et contre ce qu'elle nous fait subir, mais aussi les solutions pour en changer. Autant qu'il apparaît désormais, c'est vrai, de manière assez évidente pour beaucoup, que même pour changer des petites choses aujourd'hui, même pour s'attaquer à un petit bout des problèmes qu'on a, il va falloir faire les choses en grand et renverser tout le système capitaliste. Alors, tout ça, et ce sera la première chose sur laquelle je voudrais insister, ça vient quand même un peu renforcer le fait qu'on a raison de vouloir se bagarrer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la préoccupation numéro 1 des Français sur les plateaux télé, c'est le coût de la vie, le pouvoir d'achat. Et oui, les moyens d'une vie décente, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Parce qu'en fait, derrière les chiffres de l'inflation, qui sont de plus en plus galopants, derrière les prix qui n'arrêtent pas de s'envoler, où on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, il y a une réalité quand même assez simple. C'est que pour des millions de gens dans ce pays, la survie, la vie, elle commence de plus en plus tôt dans le mois. Le 10, parfois même un petit peu plus tôt, et où, pour certains, c'est plus possible de chauffer toutes les pièces de l'appartement. Pour d'autres, c'est les soins sur lesquels il faut faire une croix. Pour aussi un certain nombre de collègues, c'est à chaque fois venir au boulot sur la réserve, en essayant de voir si à la station-service du coin, il n'y a pas quelques centimes de moins qui ont été affichés, ou la ristourne chez le concurrent le grand distributeur. C'est ça un petit peu la situation pour des millions de gens aujourd'hui. Et cette situation-là, elle concerne en fait tout le monde. Toutes les professions, tous les statuts, qu'on soit en CDI, en CDD, intérimaire, etc., qu'on soit dans le secteur privé, dans le public, on est tous concernés par ces problèmes-là. C'est un problème qui est commun à tous les travailleurs. Et franchement, quand on est en horaire décalé, quand il faut se lever à 4h du mat pour aller prendre le service, comme c'est mon cas, je travaille à la SNCF, et comme c'est le cas dans tout un tas de boîtes de ce pays, quand il faut se bousiller la santé, que ce soit sur des chaînes de construction pour fabriquer des bagnoles automobiles, ou que ce soit dans les hôpitaux qui sont de plus en plus délabrés, il n'y a personne aujourd'hui qui peut s'imaginer continuer une vie comme ça pendant encore 10, 20, 30 ou 40 ans, surtout pour à la fin finir par toucher une retraite de misère. Allez quoi, 1000 €? Ça, c'est plus possible. Et cette situation-là, c'est vrai. Cette situation-là, c'est vrai qu'elle était dénoncée déjà par les Gilets jaunes à l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Alors, ça reste pas tout à fait sans réaction, ceci dit. Parce que là aussi, sur ce terrain-là, il y a de la contestation. Des grèves sur les salaires. Moi, je me souviens à Lille, la première manifestation contre la réforme des retraites, en fait, il y avait des ouvriers de Jean Lefebvre, qui est un sous-traitant du groupe Vinci, donc en fait, sous-traitant du multinational, qui avait utilisé le fait d'être en assemblée générale pour la première journée de manifestation contre la réforme des retraites, pour décider d'une grève qui a fini par durer 9 jours pour l'augmentation des salaires. Un peu plus tard aussi, pendant le mouvement, toujours par chez nous, il y a eu la grève des ouvrières de Verbaudet, qui a duré aussi un sacré moment et qui, pour le coup, a eu un petit écho national, vous avez peut-être entendu parler. Ces ouvrières qui triment du soir au matin pour des salaires de misère et qui ont fini par réussir à arracher une augmentation de salaire, 90 à 150 € d'augmentation. Et cette situation-là, elle continue. À Disneyland, à l'initiative d'un collectif anti-inflation, on a découvert que c'était pas juste la magie de Mickey, mais qu'il y avait aussi des travailleurs qui faisaient tourner tout ça et qu'ils étaient quand même sacrément mal payés. Et ils sont entrés en lutte et en grève pour 200 € d'augmentation. Et c'est pas qu'un problème français, évidemment. Ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, avec la grève dans les Big Three, vous savez, ces 3 grands constructeurs automobiles, ces 3 principaux capitalistes de ce secteur-là, est quand même assez important. En fait, ils ont décidé d'entrer en grève, pas simplement contre tel ou tel secteur du patronat, mais contre ce patronat-là dans son ensemble. Et surtout, dans le cadre d'une grève nationale, où c'était tous les travailleurs du secteur qui étaient appelés à se mobiliser. Alors la grève, elle est toujours en cours, et en fait, c'est une bagarre politique pour l'ensemble du prolétariat aux États-Unis. Shawn Fain, le dirigeant syndicaliste, qui dirige aujourd'hui cette grève, il a une phrase assez... moi qui m'a marqué quand je l'ai entendu, il dit, en fait, il pourrait doubler les salaires de tous les ouvriers des usines automobiles aux États-Unis, ils continueraient quand même à faire du profit.
C'est pour vous dire un peu le niveau que ça atteint. Parce qu'effectivement, pendant qu'il y a toute une partie de la société qui s'appauvrit, il y a toute une autre qui s'enrichit. Il y a les grands groupes qui n'arrêtent pas d'accumuler. Parce que l'essence a presque 2 € le litre, alors 1,99 €, ça a été bloqué, hein, vous avez bien noté la subtilité. Évidemment, ça ne fait pas que des malheureux. Le groupe Total, il a réalisé en 2022 36,2 milliards d'euros de bénéfices. C'est plus que le double de l'année précédente. Et l'année précédente, c'était déjà le record des 15 dernières années. Bon, on se demande sur quelle marge du podium ils vont finir. Et les grandes entreprises françaises du CAC 40, au premier semestre 2023, elles ont réalisé 81 milliards d'euros de bénéfices. Évidemment, on ne peut pas prendre la mesure de ces chiffres-là. C'est des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête. Tout ça, d'ailleurs, ça se fait grâce à une opération d'assistanat la plus importante qui ait jamais été réalisée. D'assistanat public pour ces gens-là. Pas pour ceux d'en bas qu'on aime bien pointer du doigt, mais pour justement ces grands groupes. Parce qu'à coup de subventions, d'aides directes ou indirectes, d'exonération d'impôts, de tout ce que vous voulez, au final, c'est 260 milliards d'euros qui sont versés chaque année au patronat. 260 milliards d'euros d'argent public. Alors évidemment, la conclusion elle est simple, évidente d'une certaine manière, c'est que de l'argent il y en a pour financer les augmentations de salaire, pour financer les 400 € de plus par mois que nous revendiquons au NPA, pour faire qu'il n'y ait aucun revenu en dessous de 2 000 €. Alors on nous dit que c'est pas finançable. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais surtout, nous, ce qu'on tient à dire, c'est que c'est pas un problème de chiffres. C'est une question qu'on veut vivre et pas survivre. Et que toutes les richesses qu'on produit, si elles ne servent pas à assurer la satisfaction des besoins sociaux de ceux qui les produisent, c'est qu'il y a un problème. Et si ceux qui dirigent la société aujourd'hui ne sont pas capables de la faire fonctionner correctement, mais qui passent la main, parce que nous, les travailleurs, nous avons les moyens de la faire tourner différemment et correctement. Pas pour satisfaire les profits d'une petite minorité, mais les besoins de la grande majorité de la population. D'ailleurs, nous, notre projet, c'est pas simplement de taxer les profits. Ce qu'on veut, nous, les profits, c'est les supprimer, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, supprimer la propriété privée des moyens de production qui les rend possibles. Cette propriété, qui, comme le disait Marx il y a déjà 150 ans, a pour condition d'existence pour les uns qu'elle soit inexistante pour la majorité des autres. C'est-à-dire que, pour que les possédants, du fait justement de leur propriété, puissent accumuler ces profits, il faut justement que la majorité d'entre nous n'ayons rien, ou en tout cas rien d'autre que notre force de travail pour pouvoir subvenir à nos besoins. Eh bien c'est cela, cette racine-là du fonctionnement du capitalisme que nous voulons supprimer. Et mettre fin au capitalisme, c'est nécessaire absolument sur toutes les questions. Pour mettre fin à la guerre et aux divisions toujours plus mortifères entre les peuples. C'est pas pour rien d'ailleurs aujourd'hui que les aspirations des peuples à prendre en main leur destin, elles se heurtent de plus en plus aux logiques guerrières et à l'oppression du capitalisme. C'est parce que ce système, pour pouvoir continuer à accumuler, il n'a d'autre choix que d'augmenter la concurrence et la compétition entre les gens, entre les peuples, entre les nations. Il n'a pas de place à offrir à tout le monde. Alors oui, plus que jamais, aujourd'hui, le destin de chacun sur cette planète, il est lié au destin de l'humanité tout entière. Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'on refuse toutes les logiques de division entre les travailleurs et entre les peuples. Tous ceux qui veulent nous opposer en fonction de notre origine géographique, en fonction de notre nationalité, en fonction de notre religion, c'est l'inverse qu'il nous faut. Quand la droite et l'extrême droite, ils vomissent leur haine des migrants du soir au matin sur tous les plateaux télé, mais c'est de la démagogie politicienne de caniveau. Ils appellent à plus de frontières, plus de barbelés, toujours plus, comme si c'est ça qui allait nous protéger de quoi que ce soit. À la fin de la guerre froide, il y avait 19 murs dans le monde qui fermaient des frontières, 19 murs. Et quand le mur de Berlin il est tombé, on nous promettait que c'était la fin d'une époque. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de murs dans le monde qui existent. Une cinquantaine de murs qui font un total de plus de 40 000 kilomètres, plus que la circonférence totale de la Terre. C'est ça le monde qui nous construisent aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas inutile pour tout le monde, parce que c'est aussi un business.
C'est 17 milliards d'euros en 2016 et on en annonce 53 milliards pour cette année à coups de drones, de chiens, de murs, de construction de barbelés, etc. Alors bien sûr, ce déferlement d'idées racistes et anti-migrants, ça a de quoi inquiéter, tout comme la montée de l'extrême droite en général. La question, c'est qu'est-ce qu'on a à opposer à ça? Du côté de Macron et de son gouvernement, qui peut-être va nous refaire le même sketch en 2027 du rempart à l'extrême droite, évidemment rien. D'ailleurs, c'est même l'application de cette politique, d'ores et déjà. Leur loi sur l'immigration, qu'ils veulent mettre en application pour rendre encore plus les collègues, les travailleurs étrangers et sans-papiers, malléables aux besoins de l'économie. Et quand il y a des drames humains, à cause de leur politique, c'est-à-dire en fait des milliers, des dizaines de milliers de morts à cause des fermetures de frontières, ils accusent les passeurs. Alors c'est sûr qu'il y a des mafias du trafic humain qui se sont développées sur les migrations forcées. Mais en fait, en pointant du doigt les passeurs, Macron il se dédouane complètement. Parce que qui c'est qui se cache derrière ces mafias? C'est qui les donneurs d'ordre dans cette société? La France et l'Union européenne, ils payent des centaines de millions d'euros des pays comme la Tunisie, la Libye, la Turquie ou le Maroc pour sous-traiter les flux migratoires, comme ils disent. Vous savez, c'est le genre de petites lignes qu'on signe dans les contrats et accords diplomatiques. Mais de quoi on parle exactement quand on parle de la sous-traitance des flux migratoires? C'est l'installation de camps de rétention, en dehors des pays de l'Union européenne justement, pour empêcher les migrants d'arriver jusqu'en France. Des camps de rétention, par exemple, comme en Libye, des images de CNN avaient montré que les gens étaient traités comme des esclaves. L'Algérie, elle abandonne en plein milieu du désert du Sahara des milliers de migrants capturés sans eau ni nourriture. En 2018, c'est l'ONU qui estimait qu'il y avait eu plus de morts dans ce désert que dans la mer Méditerranée. C'est ça la sous-traitance des flux migratoires. Et ça, Macron et les gouvernements européens, ils l'ignorent pas, au contraire. Mais ces dirigeants-là, eux, ils n'aiment pas se salir les mains. Ils préfèrent payer des gens pour le faire à leur place. Alors évidemment, cela on le savait déjà, mais à gauche, qu'est-ce qu'il y a à opposer à cette logique? En fait, pas grand-chose non plus. Sur la question des migrants, mais il n'y a personne qui n'arrive pas à bégayer sur cette question-là. Parce qu'en fait, la gauche est aussi responsable de tout un tas de lois racistes et anti-immigrés quand elle a été au pouvoir. Et il n'y a pas que sur cette question-là. C'est le piège de la conférence sociale pour nous faire croire qu'on va augmenter les salaires, comme le disait Isabelle juste avant moi. Et en fait, sur toutes les questions, c'est un petit peu la même chose. Regardez ce que propose tout simplement la France Insoumise et Mélenchon sur la question du conflit israélo-palestinien. En réalité, ils s'en remettent aux résolutions de l'ONU, à la Cour pénale internationale. Voilà ce qu'ils nous proposent comme perspective pour solutionner les problèmes de l'humanité, se remettre à des institutions qui en réalité ont toujours servi aux capitalistes de tout temps. Alors pour nous, et je finirai là-dessus, évidemment c'est une toute autre perspective qu'il faut réussir à développer. C'est ça le combat qu'on mène tous les jours. Et c'est pas d'ailleurs qu'une affaire de slogans dans les meetings ou voilà, sur les affiches. C'est tout un programme qu'on essaye de développer. Un peu lointain, rêveur, c'est vrai, parfois ça nous arrive de rêver, il n'y a pas de souci. Mais peut-être pas tant que ça. Parce que les choses, elles peuvent aller vite dans certaines situations, très vite. Sur le terrain de la lutte des classes, justement. Sur le terrain des mobilisations sociales. Parce que nous, des changements de cette envergure-là, évidemment, c'est pas d'institutions pantouflardes et, organisées jusqu'à la moelle pour servir les intérêts du capitalisme, dont on attend le changement, non. C'est des soulèvements massifs de la population. Quand les exploités, les opprimés, ils surgissent par millions sur la scène de l'histoire et ils arrivent à imposer leurs propres choix, à représenter une force capable de mettre en avant leurs propres intérêts, une force de coercition contre cette société. Ce potentiel-là, ce sentiment de force, en fait, on peut le ressentir dans des petites grèves comme dans des soulèvements de masse qui ne manquent pas, en fait, de survenir aux quatre coins de la planète depuis un paquet d'années. Et c'est à partir de ça que la remise en cause de la domination du capitalisme, elle est possible. À condition, évidemment, d'éviter les pièges, d'éviter les voies de garage. Parce que c'est aussi ça, la logique que nous ne voulons pas répéter éternellement. Parce que des révolutions, en Tunisie, en Égypte, en 2011, au soulèvement au Chili, en 2019, jusque tout ce qui se passe, et je ne peux pas tous les citer en ce moment, où par millions, les populations, les prolétariats se soulèvent, à chaque fois c'est quand même un petit peu le même coup. On va vous mettre une petite assemblée constituante, vous allez voir, tout va changer. On va changer un gouvernement ou un ministre,
ou une tête là-haut, et vous allez voir, tout va changer. Eh bien non, c'est pas de ravalement de façade qu'il faut qu'on se contente. C'est de prendre le problème à la racine. Alors comment éviter que cette force des luttes qui secoue la planète régulièrement ne s'évapore bien trop souvent comme de la vapeur d'eau mal enfermée dans un piston un petit peu rouillé? Eh bien pour nous, il n'y aura pas de raccourci pour faire des pas en avant dans cette direction. Il faut que les travailleurs possèdent leur propre parti, dont ils soient la colonne vertébrale et la tête. Un parti capable d'ouvrir une issue révolutionnaire aux révoltes de masse qui secouent la planète. Un parti des travailleurs communistes et révolutionnaires. Et cette voix-là, on compte la faire entendre à toute occasion possible. Au moment des prochaines élections européennes, on essaiera, nous, le NPA, de faire entendre cette voix-là pour qu'elle puisse exister. Et effectivement, certainement pas tout seul. Parce que la bonne nouvelle, c'est aussi que, comme le disait Isabelle, nous ne sommes pas tout seuls à essayer de mettre en avant ces perspectives. Alors évidemment, dans les tempêtes un peu difficiles qui existent en ce moment, qu'on traverse, c'est vrai qu'on doit encore plus souvent faire appel à notre imagination pour entrevoir des lendemains un petit peu meilleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une chose dont on peut être sûr, en tout cas nous on est persuadés, et c'est ce qui nous donne d'ailleurs le carburant et l'enthousiasme de vouloir renverser cette société, c'est que à nous, les jeunes et les travailleurs et travailleuses qui faisons le choix de militer, de lutter pour arracher chaque victoire dans chaque mobilisation, à nous qui voulons construire un parti communiste et révolutionnaire, eh bien nous pensons que oui, l'avenir nous appartient, et oui, il peut être le plus radieux possible. Merci.